On peut se poser la question de la place du tourisme dans l'économie régionale. Quelles sont les chances de l'économie régionale? Bon, c'est certainement pas du côté de l'agriculture qu'il faut penser à des grands développements, des grandes découvertes. Pas sur ces hauteurs. Dans la plaine, oui, mais oui, pas là-haut. Pas là-haut. D'activité industrielle. Pas là-haut non plus. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste le tourisme. Le tourisme la multiplication des gîtes, la multiplication des hôtels, tout ça. Bon, ça crée quand même de l'emploi. Hein. Et puis, toutes les activités de moniteurs, d'accompagnateurs de moyenne montagne, tout ça. Il y a là, je ne sais pas quelle est la proportion du tourisme, des activités touristiques dans le produit intérieur régional, mais il me semble que ça devrait pouvoir... ça va croître. On peut s'attendre à ce que ça augmente. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que ces groupements ou ces associations espèrent à terme obtenir un revenu de ce développement du tourisme par un biais ou par un autre? Point d'interrogation. Parce que si on rentre dans ce schéma, il va falloir y aller pour beaucoup d'autres choses. C'est ça qui est un peu problématique. Oui. Est-ce que sous une forme ou sous une autre, ils n'attendent pas une rémunération, en somme, liée à la fréquentation? Oui. Mais qui et comment? Là, nous évoquions la redevance. Hein. Une redevance, mais prélevée où? Sur quoi? Sur une taxe sur les hôtels, sur les autocaristes? Non, tout simplement sur... on peut imaginer des guérites à l'entrée. Ou un paiement à l'entrée, oui. Ouais. Un prélèvement à l'entrée sur les visiteurs. Oui. Ça ne me paraîtrait pas scandaleux, tu évoques les... Aux États-Unis, ça se fait. Voilà. Oui. Et en tous les cas, ça veut dire que notre région a des chantiers d'investissement qui sont peut-être considérables. Et puis qu'un peu partout, on doit se poser la question de savoir si on conserve pour momifier une région, un paysage, ou si on l'aménage pour le rendre parfois beaucoup plus beau. Finalement, un paysage naturel, brut, c'est pas nécessairement une source d'émerveillement. Hein. Circuler toute une journée dans les chairs, au milieu de ces rochers, je ne sais pas si ça déclenche des glandes salivaires. Moi, je crois que... Ou alors cheminer à plus forte raison au milieu de la forêt, une forêt d'épicéas, non. Mais un paysage bien aménagé, raisonné, modérément. Par exemple, mais sans qu'il y ait véritablement des barrières ou alors un aménagement qui permet d'aller les voir. Quoi. Et c'est toujours extrêmement délicat hein, de choisir l'une option ou une autre. Alors en l'occurrence, le parc ne reste pas inactif. Il y a surfréquentation du cœur de la chaîne des puits. Il faudrait diriger les touristes vers d'autres puits. Et je ne sais pas si tu l'as vu, j'ai vu une photo représentant, avec des techniques récentes, le relief dégagé de la végétation. Et on est surpris par l'importance des cratères. Alors que, vu
depuis la route ou depuis les sentiers, on a l'impression de buttes boisées. Voilà. Et donc, certains spécialistes du parc disent qu'il faudrait diriger les touristes vers d'autres cratères, équilibrer un petit peu ça. C'est une solution. Mais elle est difficile à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce que tout est bouché. Bah oui, là tu vois sur le Puy de Côme, bon, il y a de la forêt partout. Hein, bon. Voilà. Alors il y a le croix naturel, les noisetiers, etc., qui se manifestent de plus en plus vers les sommets. Et puis il y a tout cet effort qui a été fait après 50 de mettre en forêt les puits. Quoi. Et donc les puits chauves dont on parle pourra, tout ça, c'est de l'histoire du passé maintenant. On a ces buttes boisées. C'est pour ça que le Pariou attire beaucoup. Alors, le Puy de Côme, très peu de gens y vont. Alors ça, je crois que c'est peut-être une solution, mais il faudrait faire un aménagement aussi. De gros aménagements. On va faire des sentiers. Il faudra dégager des cheminements qui sont un peu aérés, parce que si tu dois cheminer dans la forêt... Voilà, parce qu'il n'y a rien de plus désespérant. Il y a des touristes qui disent bon, on a pris tel sentier, mais on est au milieu des arbres, là, on voit rien. On voit rien, ouais. On voit rien. Et alors, quand de surcroît, il faut faire l'effort pour monter sur un édifice, et puis qu'on est dans la forêt, qu'on respire difficilement, enfin, quand on a la chance d'avoir une bonne étrée, ça va encore. Oui, mais c'est pas le genre. Mais c'est pas toujours le cas, loin de là. Donc, c'est je crois, une assez mauvaise idée. Alors, que faire? Je pense qu'il faudrait peut-être faire des aménagements, mais en douceur, ne pas trop brusquer les choses. L'escalier qui permet d'accéder au Pariou, ça me paraît une bonne chose. Et il est bien utilisé. Et il faudrait s'inspirer. Il protège aussi, quoi. Voilà. Genre le protecteur. Et là, les Américains ont testé, parce qu'ils ont eu le même problème aussi dans leur parc. Hein, ils ont été tentés par des solutions différentes aussi. C'est-à-dire que il faut payer. Tu as l'accès à un certain nombre de parcs où tu ne rentres pas comme ça, quoi. Il y a une barrière et il faut payer. Et ce qui peut, d'une certaine façon, limiter l'accès, quoi. Donc il n'en est pas question pour nous chez nous, quoi. Mais oui. C'est une solution qui a été utilisée. Écoute, c'est bien ce qui se passe pour le ski. On trouve normal d'acquitter une redevance pour faire du ski au col du Guéry. Moi, je ne vois pas pourquoi ça serait scandaleux de payer une redevance pour une promenade. Alors évidemment, ça suscite toujours un certain nombre de critiques en disant qu'on va limiter l'accès par l'argent, quoi. Donc, écoute, pour le ski, cette critique... Parce que je pense que les gens comprennent que c'est pour améliorer les équipements, etc. Les équipements, le damage des pistes, etc. Voilà. etc. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle ils ne protestent pas. Mais là, il faudrait faire la même chose. C'est-à-dire, par exemple, on a suggéré de faire du paletage. Et les gens ne sont pas tentés de sortir du sentier, c'est 1,20 m, je ne sais pas, ou 2 mètres. Ouais. Mais il y a une critique en disant, mais c'est urbanisé. Non, moi je crois que ça vieillit très bien. Et ça s'intègre très bien, le paletage. Tout à fait. La fréquentation est à ce prix, si on n'accepte pas un minimum de contraintes, on va vers des choses qui sont encore plus conflictuelles. Donc il faut bien y passer à ces contraintes. Voilà. Mais par contre, on est obligé parfois, y compris par le parc, d'aller jusqu'à l'interdiction. C'est-à-dire qu'ils ont surtout visé les véhicules, les motos, les squads, les quads, les tout-terrains, etc. Certes. Qui, peut-être détériorent plus facilement, plus rapidement, et puis constituent parfois aussi ça c'est vrai. Un réel danger, quoi. Oui, ça
Oui, Ça, c'est compliqué aussi. Hein. compliqué. Et par ailleurs, ces gens-là, ils disent on a des motos, on a des quads, on a des véhicules. Où voulez-vous qu'on aille pour les utiliser quoi. On ne peut pas le faire en ville. On ne peut pas aller uniquement dans les carrières de l'Allier, dans les anciennes carrières de l'Allier. On ne sait plus où aller quoi. Donc, et alors on voit bien ce problème, il se pose un peu partout. Je reviens sur Gergovie, tu es obligé de mettre des gros blocs pour éviter justement que des 4x4 montent un peu partout et puis soient confrontés à des vélos, à des promeneurs, à des enfants, alors qu'il y a des véhicules qui se promènent dessus. Donc on a bloqué les accès par des gros blocs qui sont difficiles. Enfin on peut les bouger, mais enfin il faut déjà un instrument un peu conséquent pour les bouger et qui limite et qui est pratiquement interdit maintenant à des véhicules tout-terrain de gesticuler je pensais sur cet surtout espace. à la randonnée à pied, là, mais c'est vrai que le problème est tout à fait différent quand on envisage les engins à moteur. Les engins à moteur et la promenade à pied sur ces espaces-là deviennent un petit peu incompatibles à un moment ou à un autre. Quoi. Et c'est vrai que plus on aménagera et moins ces véhicules-là pourront venir, hein, ça c'est incontestable. Sauf à laisser quelque part des espaces où ils pourront faire ce qu'ils voudront, ce qui n'est pas envisagé. Ce qui n'est pas envisagé. Oui. Oui. Mais il faut voir que parfois ces modestes aménagements, parce que même Oui, ça reste ces sentiers-là avec des marches. c'est pas très cher, eh bien ça rend bien service et ça valorise pas mal les paysages. Nous avons un président de région, encore pour quelque temps, qui est l'auteur d'une loi, qui s'appelle la loi Montagne, et qui s'est trouvé devant ce problème et qui l'a, dans un certain sens, un petit peu résolu. À propos du ski, on a admis que les skieurs pouvaient s'avancer sur des terrains qui étaient des terrains privés pendant la période de ski. Voilà, c'est une servitude qui est créée au nom de développement de l'économie touristique. Pour le ski de fond, par exemple. Quoi. Voilà, voilà. Et donc, si on l'admet pour le ski de fond, pourquoi ne pas l'admettre pour la promenade à pied en dehors de la période des neiges? On touche à un vieux conflit qui a toujours existé ici et là dans le monde. C'est le problème de la propriété, de son utilisation collective. Et là, il y a un problème. Est-ce qu'il faut limiter la propriété? Jusqu'où aller vers le fait qu'on est obligé, on se donne le droit quand on est propriétaire de clore complètement son espace? Et ça, c'est un vieux problème qu'on a trouvé partout, hein, qui fait le cœur des westerns américains. Et c'est vrai que le problème de la clôture, et ça se voit sur des espaces ouverts, par exemple dans les espaces du Sancy ou ailleurs, où il y a des zones d'élevage et des zones d'élevage qui sont closes, et où il y a des passages pour les piétons, et on leur demande bien de passer sur les passages, et sinon, s'il y a une barrière, de bien la refermer après, parce que, etc., etc. Et là aussi, il y a un problème là, de jouissance de ce terrain-là, qui est privé, mais qui donne lieu aussi à une utilisation qui est collective, quoi. Les citadins ont besoin d'espace pour respirer un petit peu le dimanche et pendant les vacances. Et donc, elles donneraient ce terrain à la Res Publica. Ouais. On va laisser cette responsabilité. Hein. Clairement communauté, par exemple. Oui, oui. Voilà, avec droit d'usage pour tous les gens de l'agglomération. Hein. Et là, elle enlèverait un avantage à certains pour le donner à d'autres. Ça serait peut-être plus compliqué que de donner quelque chose sur un espace où il n'y avait rien. Oui, mais ça, oui, je crois que ça mérite d'être débattu. Parce que dans les Alpes, la loi Souchon, à propos du ski, elle a, semble-t-il, été très bien acceptée. Oui. Les villages, les individus ont laissé passer les skieurs sur leurs terrains, sur leurs alpages, etc. Bon, pourquoi? Mais parce qu'ils étaient eux-mêmes intéressés. Ils étaient éleveurs l'été et ils étaient producteurs de ski l'hiver. Et je pense que là, il faudrait que
les gens qui se trouveraient lésés par la disparition de leur droit d'usage en tant qu'agriculteurs ou sylviculteurs, etc., puissent trouver des compensations. Mais ça devrait pouvoir se faire. Ça serait intéressant de voir cette sociologie des gens qui sont dans les sectionnaux comme ça et qui sont dans ces associations. Hélas, je ne suis pas sûr que ce soit des gens qui... Oui, c'est certainement là le problème. Ce sont souvent des... On voit bien, d'ailleurs, avec les contradictions, parce que s'ils n'admettent pas que des groupes scolaires de trentaine d'enfants circulent entre le Puy-de-Dôme et le Pariou, eux, ils trouvent tout à fait naturel de faire des groupements de 50 auto 4x4 qui regroupent les chasseurs d'un village. Hein. Absolument. Donc on voit bien la sociologie, là, on va voir apparaître des quinquas et des sexas avec un fusil derrière. Quoi. Et c'est peut-être pas une bonne solution d'imaginer qu'il pourrait être intégré dans une économie nouvelle.